Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin un spécialiste de l'Afrique, auteur du livre La ruée vers l'Europe chez Grasset. Bonjour Stéphane Smith. Bonjour. Vous connaissez Vincent Hervouette. Oui. Il est face à vous. Il vous posera une question. Pendant plus de 20 ans, Stéphane Smith, vous avez parcouru l'Afrique pour RFI, Libération, Le Monde. Vous enseignez maintenant aux États-Unis. Le livre que vous publiez bouscule nos schémas, nos certitudes. J'en résume quelques points saillants. Vous montrez ou démontrez que le rapport démographique entre l'Europe et l'Afrique sera dans 30 ans de 1 à 5. 450 millions d'Européens pour 2,5 milliards d'Africains. Que rien ni personne ne pourra empêcher la jeune Afrique de se ruer vers le vieux continent. Mais ce ne sont pas les plus pauvres qui émigrent. Du coup, paradoxe, les aides au développement alimentent les migrations. Alors d'abord, je reprends dans l'ordre l'explosion démographique de l'Afrique. Stéphane Smith, c'est une fatalité? Oui, c'est une fatalité et l'Afrique suit la courbe de toutes les autres régions. Quand moi je suis né, il y avait 180 000 personnes à Abidjan. Aujourd'hui, il y a 4 millions. Quand je suis né, il y avait 300 millions d'Africains au sud du Sahara. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard. Il y aura 2,5 milliards en 2050. Donc c'est une explosion, mais c'est surtout le jeunisme, c'est-à-dire une structure de l'âge, une pyramide de l'âge qui fait que 40% de la population a moins de 15 ans. 15 ans, c'est-à-dire c'est 6 fois plus qu'à l'intérieur de Paris. Et c'est un phénomène historique, vous le soulignez. Jamais dans l'histoire, les habitants d'une partie du monde n'ont été aussi jeunes que les Africains subsahariens d'aujourd'hui. C'est exact, c'est sans précédent, à la fois pour l'essor démographique et pour cette pyramide des âges. Mais quand on pense à l'Europe, par exemple, à la fin du 19e siècle, 60 millions d'Européens sont partis sur 300 millions. S'il y avait un pourcentage de cet ordre qui partait de l'Afrique, sur 2,5 millions, on parle de centaines de millions. Bien sûr. Et ces 200 millions d'Africains en plus au sud du Sahara sur la prochaine décennie, c'est d'abord un problème pour l'Afrique elle-même qui a du mal aujourd'hui à nourrir ses enfants. Oui, parce qu'il y a des progrès. Il ne faut pas tenir un discours afro-pessimiste. Il y a beaucoup de progrès, mais ce qu'on appelait, Alfred Sauvy parlait des investissements démographiques, c'est-à-dire des hôpitaux, des routes, des écoles. On ne peut pas le faire lorsque la population grandit dans ces échelles-là. Ce qui veut dire que les progrès sont noyés dans l'océan démographique et on a l'impression que l'Afrique n'avance pas. Alors elle coupe la mortalité infantile par 2, mais finalement il y a toujours un enfant sur 2 dans le monde qui meurt avant 5 ans en Afrique. C'est pour ça que selon vous la pression migratoire ne peut aller que crescendo. Oui, l'envie des Africains de... Oui, on le fera à leur place et ce ne sont pas les plus pauvres, vous l'avez souligné, c'est les gens qui sortent la tête de l'eau, qui ont une vue du monde, qui savent où aller, qui sont sur Facebook, qui ont un téléphone portable et qui ont aussi les 2-3 000 euros qu'il faut avoir pour se lancer dans ce voyage. Oui. Et donc c'est eux qui partent, ils sont partis du village pour aller en ville, ensuite dans la capitale, la capitale régionale et maintenant, parce que l'essentiel de la migration jusqu'à présent se fait à l'intérieur de l'Afrique, mais maintenant c'est le débordement puisque les gens vont partir à l'extérieur, pas forcément uniquement en Europe, mais essentiellement en Europe. Vous citez une étude de 2016, c'est une étude de Gallup, l'Institut Gallup, qui montre que 42% des jeunes Africains, ceux de 15 à 24 ans, et 32% des diplômés du supérieur déclarent vouloir émigrer. Ça veut dire que le développement économique du continent, vous l'avez souligné il y a un instant, ne suffira pas à retenir les diplômés, les forces vives en Afrique. Hein. Non, pendant un certain temps, c'est un peu comme le Mexique. Pendant 30 ans, les gens vont migrer, mais par la suite, le pays va atteindre un seuil où c'est plus intéressant aussi pour des raisons affectives pour rentrer, rester chez soi. Et donc, ça fera un temps. Et pendant ce temps-là, l'aide au développement, en fait, aide à migrer. Mais il faut passer par là, puisque le développement doit se faire. Et cette phase-là va être un défi pour l'Europe. Ça peut bien se passer. Aujourd'hui, Londres est une ville cosmopolite. Elle a totalement changé de population. Plus de la moitié, c'est des immigrés ou des fils d'immigrés. Et il y a 3 générations, 90% étaient britanniques, nés de parents britanniques. C'est pas une catastrophe. C'est pas un livre malthusien pour dire l'Afrique, le péril noir. Mais c'est un défi. Enfin, on l'a vu en 2015. Enfin, pardon, je m'arrête sur cette histoire de co-développement parce que ce que vous écrivez pose quand même des questions. Quand vous écrivez que les aides au développement des pays africains fonctionnent comme une prime à la migration. Le co-développement qui vise normalement à retenir les pauvres chez eux financerait en réalité leur déracinement. C'est quand même un paradoxe terrible. Oui, c'est un paradoxe terrible, mais est-ce que c'est si grave quand vous pensez qui s'en est sorti de la pauvreté ces dernières années? C'est les Chinois, c'est les Indiens, oui. C'est pas ceux qu'on a aidés avec l'aide au développement. Moi, je suis très critique à l'égard de l'aide au développement. L'aide pour dépanner, l'aide humanitaire, oui, mais l'aide au développement qui devait dire vouloir développer à la place des agents, des Africains eux-mêmes, ça n'a pas été une recette pour le succès. C'est ça qu'on comprend pas bien. Pourquoi la mondialisation qui a profité
profiter assez massivement à l'Asie, à l'Amérique latine, qui a sorti des dizaines, des centaines de millions de gens de la pauvreté, n'a pas autant profité, et même dit pas du tout, écrivez-vous, à l'Afrique, au continent africain. Elle a profité à l'Afrique, mais compte tenu des grands nombres, ses succès ont été noyés. Mais ce qui est pire, aujourd'hui, le fossé qui est toujours immense entre les pays pauvres et les pays riches ne se creuse pas autant que les inégalités à l'intérieur de chaque pays. Ce qui veut dire que la prime impériale, c'est-à-dire le fait d'être né français, d'avoir finalement une aspiration à une maison, une voiture, il y a une génération, ça n'existe plus. Vous voyez ce que ça donne aux États-Unis. L'électorat de Trump, c'est les petits blancs qui ont perdu leur situation à cause de la globalisation. Donc ce n'est pas uniquement l'Afrique qui est affectée, nous aussi. Donc vous ne préconisez pas d'arrêter les aides au développement, qu'on soit bien clair là-dessus? Moi, franchement, si on l'arrêtait, moi je ne serais pas contre, parce qu'il ne voit pas très bien l'aide humanitaire, l'aide ciblée, mais l'aide au développement qui pense qu'elle peut développer, on l'essaie depuis 60 ans. Est-ce qu'il y a des succès? Les parties du monde qui s'en sont sorties ne sont pas les parties les plus aidées. Je suis très critique à l'égard de l'aide au développement. Oui, entendu, c'est le contraire de ce que Emmanuel Macron a dit récemment en Afrique, enfin la conception qu'il a développée. Sur la démographie, auquel je souscrirais des deux mains. Oui. Emmanuel Macron. Oui, tout à fait, parce qu'il tient un discours très réaliste, il parle de démographie, c'est le premier président de la République qui le fait, alors que sous nos yeux, Jacques Chirac avait constaté quand il était en Afrique, il était entouré de jeunes. Subitement, il y a la moitié des gens en moins de 15 ans, ça l'a frappé, mais les conséquences qu'il faut en tirer, je pense que c'est le premier président maintenant qui le fait. Alors, comment faire face à cette migration massive d'Africains que vous annoncez dans ce livre, Stephen Smith? À la fin de votre livre, vous tracez quelques scénarios, les deux extrêmes, une Afrique qui accueillerait les migrants en grand nombre, qui pourraient se fondre chez nous, ou une Europe forteresse qui tenterait de les repousser. Je pense qu'il n'y aura ni l'épiphanie ou les étrangers qui viennent et qui ne nous ressemblent pas en tout. Il n'y a pas l'homme universel qui voyage. Chacun a sa langue, sa culture. Il faut en tenir compte. Là, il faut être plus réaliste que l'irénisme humaniste. D'un autre côté, l'Europe forteresse ne peut pas penser qu'on peut se désintéresser de ses voisins. Pour moi, il y a deux extrêmes. Il y a les bornés qui veulent que la frontière soit fermée, qui ne voient pas que d'autres ont des problèmes et qu'il y a une pression migratoire et que nous avons migré avant et qu'il faut en tenir compte. La frontière, c'est une barrière qui se lève aussi de temps à autre, et les borgnes, ceux qui ne veulent pas voir, qui ne voient pas que les gens passent, que les gens rusent, que l'Allemagne accueille 1 million de personnes, et l'année suivante, en 2016, refuse 91% des demandes d'asile. Donc, il faut être un peu plus réaliste, et donc, entre borgnes et bornés, j'aimerais trouver une politique d'immigration qui fait le tri. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie se place Vincent Herouette, mais Vincent, c'est à vous pour la question. Non, mais le constat de Stephen était absolument impeccable, et puis les lois démographiques sont implacables. Mais le chaos que vous annoncez, de quoi faire réfléchir quand même. Alors vous dites, vous balayez l'idée de l'Europe forteresse en disant, mais après tout, les murs ça marche. La muraille de Chine, ça a marché. Le mur de Berlin, ça a marché. La clôture de sécurité en Israël, ça marche. La ligne verte, ça marche. Pourquoi l'Europe a quand même des moyens de se défendre en réalité? Je le dis, et j'étais surpris de constater que ces moyens sont considérables. Par exemple, les conventions de migration avec certains pays retiennent des migrants. Donc, il y a une certaine efficacité. Mais quand vous voyez l'ampleur du défi, on ne parle pas. Là, on a 200 000 Africains qui voyagent, qui migrent à peu près par an. Lorsqu'on aura des dizaines de millions, ça ne tiendra pas. Et ça ne tiendra pas non plus parce que nous ne voulons pas être un continent entouré de barbelés. C'est aussi dans notre esprit, heureusement. C'est pas l'attitude à tenir. En revanche, il faut penser, regardez, le Mexique a migré massivement. Aujourd'hui, en 30 ans, il y a 10% de la population américaine qui est américano-mexicaine. C'est pas un drame, contrairement à ce que dit le président, notre président, qui veut faire justement un mur. Je pense pas que ça soit la solution. Je pense qu'il faut voir New York, il faut Londres, comme une possibilité de trouver des solutions heureuses, mais elles ne sont pas évidentes. Donc je mets vraiment en garde contre le fait de penser on peut ouvrir les frontières, on peut critiquer les politiques et dire que faire le tri, ça c'est, je reprends le mot de Le Clézieux, dégueulasse. Non, il faut le faire, il faut gérer la cité et donc il faut aussi filtrer à l'entrée. On va vous reprocher, Stephen Smith, de vouloir ou de rêver d'une Europe ou d'une France américanisée.
C'est ça que vous dessinez là à l'instant. C'est largement le cas. La France s'est transformée en un pays de migration. C'est un constat de fait. Et je pense qu'il ne faut pas être effrayé par ça. Mais il ne faut pas non plus diminuer ou amoindrir les défis qui sont posés. Ce n'est pas évident d'intégrer des subsahariens en France dans des nombres que j'indique. Vincent, une dernière réflexion. Vous dites que c'est le mythe de l'immigration nécessaire, en fait, qu'il n'y avait pas besoin. Ça, vous développez de cette idée. Je dis qu'il n'y a pas besoin pour le marché du travail, parce qu'avec les gains en longévité, on peut parfaitement faire travailler des personnes qui aujourd'hui privatisent la retraite. Et nous avons gagné 30 ans de vie depuis le début du XXe siècle. Et donc on peut très bien travailler un peu plus et immigrer un peu moins. C'est stimulant, c'est l'un des défis des années et des décennies à venir. Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. Votre livre paraît demain chez Grasset. Merci d'être venu nous en parler ce matin en direct sur Europe 1.